Merci encore d'avoir répondu présent pour notre troisième événement VC in Web3. C'est assez cool. C'est assez cool de voir autant d'engouement à chaque fois qu'on parle d'investissement. C'est un sujet toujours aussi critique et d'autant plus en bear market. Et du coup, c'est super intéressant. La dernière fois, on avait interviewé des VC plutôt dans... le marché n'était pas comme aujourd'hui, donc les questions et les réponses seront d'autant plus intéressantes aujourd'hui. Pour nous accompagner, on a pas mal de personnalités assez cool. Alexis de Kima, que tout le monde connaît probablement, vous représenterez. On a Carla de Leadblock Partners, un fonds VC franco-anglais, comment on présente ça? Ça va spécialisé B2B. On a Karine de SGH. Vous êtes plus en... Européen, ouais. Européo-américain. Et puis on a Juan David d'un market maker qui s'appelle Kerok, où ça va être assez intéressant parce que je vais l'avoir en one-one et ça va être une discussion avec un autre prisme, parce que c'est plus un corporate qui a une activité qui n'est pas forcément de VC et qui a une activité d'investissement associée à ça, et on essaiera de comprendre un petit peu leur thèse et qu'est-ce qui drive leurs équipes et leurs boîtes. Déjà, je voudrais remercier Bilal et Ouda qui ont organisé cet événement. Moi, c'est la première fois que je venais ici. Les locaux sont très impressionnants. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées ici, que ça fume pas mal. Donc, en tout cas, c'est très encourageant pour le futur du Web3. Et je voulais remercier Pirates Lab. Donc, on va commencer sur cette table ronde. Je crois que personne l'a oublié. C'est le bear market. Et c'est très difficile pour les projets à la recherche de financement de trouver des fonds, mais ça reste néanmoins possible, et à condition bien sûr de bien comprendre ce qu'attendent les VC dans ce contexte très particulier. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ce soir tous les quatre, et surtout avec vos réponses à tous les trois. Un peu de chiffres quand même avant de commencer, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Après une année 2021 vraiment totalement hors norme, avec plus de 30 milliards de dollars de levée, dont 6 milliards pour l'Europe, et une année 2022 presque aussi bonne, donc 25 milliards de dollars, l'écosystème Web3, il est revenu sur Terre là, et assez brutalement. Je pense que vous pouvez confirmer, vous êtes très bien placé pour le dire. On a récemment publié une enquête avec The Big Well, et la totalité des VC l'ont confirmé. Les volumes ont été réduits de 3 à 4 au premier trimestre 2023. Mais pourtant, l'écho qu'on a, c'est que ce n'est pas vraiment les fonds qui sont mis en cause, ou pas, encore une fois, c'est vous qui nous le direz. Mais en tout cas, voilà, pour parler de ce sujet brûlant qui intéresse tous les entrepreneurs, on a la chance d'avoir un panel de super qualité ce soir, assez riche, assez divers. Donc je propose en fait à chacun de vous de se présenter brièvement en quelques mots, et dire aussi, brièvement encore une fois, ce que vous attendez de 2023. Merci Grégory. Donc moi c'est Carla. Je travaille chez Leadblock Partners. Leadblock Partners, c'est un fonds européen qui a décidé de se focaliser sur tout ce qui est produits, infrastructures, outils qui vont permettre à des entreprises, à des grandes marques, à des institutions financières de venir interagir avec la blockchain et les actifs digitaux. Donc on est en effet un peu plus B2B dans notre approche. Ce que j'attends pour 2023, je pense qu'il ne faut pas oublier malgré tout que c'est aussi dans les bear markets que les VC vont réaliser leur entend ça tout le temps, hein. Leur meilleur vintage. Je pense qu'il faut aussi garder ça en considération. Qu'est-ce qui peut changer la vision d'un VC en vue des conditions actuelles? Je pense qu'on va prendre en compte plusieurs choses, mais ça va être une balance entre le timing peut-être pour une boîte d'atteindre ce fameux product market fit ou ce go-to-market, le besoin en financement pour l'atteindre, et balancer ça avec potentiellement le timing de retournement pour marché. Et voilà, mettre tout ça dans la balance. Et tu es confiante? Je suis plutôt confiante parce que en vrai, il y a pas mal. C'est vrai que les financements VC ont ralenti. Il y a pas mal de fonds qui attendent. Ça va faire 1 an que pas mal de fonds attendent. Il va falloir recommencer à déployer. De l'autre côté aussi, je pense qu'il y a pas mal de startups qui ont levé fin 2021, début 2022, qui vont essayer d'étendre leur runway au max, couper les coûts,
augmenter les marges. Mais à un moment, il va falloir aller sur le marché aussi. Donc, je suis plutôt confiante pour la fin de l'année. Parfait. Qui veut se lancer? Karine? Allez. Qu'est-ce qu'il est galant. Karine, donc je suis chez SGH Capital. On investit essentiellement en Europe et aux États-Unis. Historiquement dans la tech, assez agnostique historiquement sur les secteurs, mais on a néanmoins développé un focus sur l'écosystème blockchain, en tout cas autour de la technologie blockchain. On a depuis 2019, du moins en tant qu'investisseur, privilégié les enablers dans le segment infra. Donc on a été infra à un moment où tout le monde ne l'était pas, et on est resté sur l'infra. Tout simplement parce que l'horizon d'investissement d'un VC est quand même relativement long, que l'argent qui vient des investisseurs particuliers ou family office s'attendent à un retour, et qu'au-delà d'une vision et d'un espoir et d'une excitation, ce qui est important, c'est de construire et de construire progressivement. Et ces dernières années, on est dans la construction toujours de l'infrastructure. Alors entre-temps, il y a d'autres technologies sous-jacentes qui se sont développées, comme le NFT, le DAO. Et quand on regarde ces technologies, on va continuer à les regarder d'un point de vue infra. Voilà, mon background rapidement, c'est les marchés financiers traditionnels. Donc on a aussi un angle DeFi assez sharp, puisque voilà, les industries se retrouvent. Et concernant cette année, eh bien, ce que je dirais, c'est que si on repense aux grands, sans m'étaler sur les grands cycles de la tech de manière générale, la norme, c'est plus aujourd'hui que 2021. Et ce, à la fois pour la tech et pour la blockchain en particulier. On a oublié de manière générale dans la tech, et ceci a été l'idée quand même essentiellement par les US, le rapport qu'il faut y avoir, qui doit exister entre une valorisation de société et une génération de revenus qui a été absente pour beaucoup de sociétés, encore plus dans le monde de la blockchain, puisqu'on a acheté la vision. Et en fait, on ne peut pas... c'est la vie, c'est juste qu'il y a eu tellement d'excitation dans les années 2017, 2018, 2019, autour de marchés dérégulés, etc. Les fonds ont investi dans une vision plus que dans est-ce que ça va sortir sur le marché dans 2 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Web 2.5, c'est aussi ça, c'est se dire, OK, cette tech, elle a une très longue vie et tout le monde en est convaincu, elle ne va pas disparaître, on ne retourne jamais en arrière sur ce type de technologie. En revanche, il faut s'assurer que le monde soit prêt à le recevoir relativement rapidement. Voilà. Merci Karine. Donc les use cases. Donc moi je suis Alexis, je suis partenaire chez Kima Ventures. Kima Ventures, on s'occupe des investissements business angel de Xavier Niel. On investit dans 2 startups par semaine en pre-seed seed, donc des tours de table de 500 000 à plusieurs millions, et on investit des tickets de 100, 150 000. Et ce depuis 2010. On a investi, donc on est 4 dans l'équipe, et on a investi dans presque 1100 boîtes. Voilà, au fur et à mesure des années. Ça fait du boulot, hein. Ouais, on s'ennuie pas. Et voilà, et on a investi en blockchain depuis 2016. Alors c'est pas notre core focus, on n'en fait pas énormément, mais on a loué à peu près 5 investissements par an en blockchain depuis 2016. Et qu'est-ce qu'on attend en 2023 ? Beaucoup de bonheur. Non, mais ça rejoint un peu ce que mes deux acolytes ont dit. Moi, je suis un petit peu moins optimiste, pour être honnête. Mais oui, c'est un moment particulier parce qu'il y a des bull market et des bear market en crypto. On en arrivait avec des rythmes beaucoup plus rapides que les bear market, bull market dans le marché de la tech traditionnelle. Et là, pour le coup, il se trouve que le bear market crypto bear market crypto tombe en même temps que le bear market de la tech en général. Ce qui fait qu'on a eu une phase, typiquement en 2021, où il y avait beaucoup de touristes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des divinations crypto. Tout d'un coup, en Q4 2021, tout le monde avait une révélation divine, comme quoi la blockchain, c'était le futur. Et certains pour des bonnes raisons, certains pour des mauvaises raisons. Et ce qui faisait beaucoup de bruit dans l'écosystème, et c'était assez difficile à la fois qu'on était un entrepreneur et à la fois qu'on était un investisseur de pouvoir discerner le signal du bruit.
Là, il se trouve que c'est beaucoup plus calme. Donc, c'est à la fois bien quand on monte une boîte, à la fois bien pour les investisseurs de savoir, de repérer les projets parce qu'il y a beaucoup moins de bruit ambiant. Mais en même temps, c'est vachement dur. Et aujourd'hui, et ça, c'est du côté aussi des investisseurs. Il y avait des investisseurs complètement touristes qui ne comprenaient rien au projet. Et du coup, comme vous êtes entrepreneur, d'accord, vous avez le financement, mais de l'autre côté, ce n'est pas des gens qui peuvent vous accompagner dans le long terme. Et le problème, c'est qu'il y a ça, donc justement, ce bear market qui a blockchain qui apparaît en même temps que le bear market de la tech. Et c'est vrai que nous, dans nos investissements non blockchain, c'est difficile aussi. Et voilà. Donc, à la fois, je suis d'accord, c'est aussi là où, historiquement, chez Kima, on a eu nos meilleurs investissements blockchain, mais aussi, c'est difficile quand on est entrepreneur et qu'on est passionné de persister dans cet écosystème. Mais si ça peut vous rassurer, c'est vrai que nous, tous les meilleurs projets en fait, qu'on a fait chez Kima en blockchain, typiquement Ledger, on l'a fait en 2016 quand personne ne croyait à la crypto, en France dans les VC. Sora, on l'a fait en 2019 quand personne n'y croyait, il s'est fait rejeter de tout le monde. Je croyais qu'il allait jamais finir son tour de table, d'ailleurs Nicolas nous l'a dit. Et on a fait et nos meilleurs investissements en blockchain viennent de là. Donc c'est aussi les passionnés qui vont qui persistent en bear market, qui vont réussir. Pour finir les présentations, déjà merci Alexis. C'était un peu long. Non mais c'était parfait, mais tu étais le seul à donner quelques noms qu'il y avait dans le portefeuille. Carla, Karine, est-ce que vous pouvez donner aussi quelques noms dont vous êtes très fiers, histoire que de parfaire la présentation de ce que vous faites? Ouais, ça marche. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Bitpanda, le crypto exchange basé à Vienne, en Autriche. On a investi dans Yuga Labs, qui est derrière, petite boîte. Qui est derrière pas mal de collections d'NFT et qui a lancé son métaverse The Other Side. On a investi dans Talos aux US, qui fait de l'infrastructure de trading pour des institutions financières. Donc voilà, ça couvre un peu le scope, diverses verticales, mais très B2B. Karine? Oui, donc très B2B pour nous aussi et très la voie du milieu, si je puis dire, dès le démarrage, dans le sens où on a pensé relativement tôt par rapport à l'écosystème que pour que cette tech se déploie correctement, il fallait des acteurs qui mettent des règles et qui créent un environnement de terrain de jeu, si je puis dire. Donc on a investi dans CoinHouse en seed avec une vision qu'ils auraient leur agrément et c'était un des premiers. On a investi dans Cryptio. Enregistrement. Oui. Ouais. Précisons. Pardon. Cryptio sur les sujets de compta. On a investi dans TRM Labs, qui est le concurrent numéro 1 de Chain Analysis pour le tracking et la suite de l'histoire qui est Asset Reality, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est intéressant parce que si on se fait hacker, c'est pas le tout de repérer où sont vos assets, mais il faut après aussi les gérer, les récupérer. Donc c'est tout ce qui est recovery, asset management des assets hackés. Voilà. Et pour la partie US, on investit dans DCG, alors qui n'est pas une boîte en direct, mais plus un gros mastodonte à 2 reprises, et dont une première fois relativement tôt. Donc en dépit de Genesis, ça tient. Voilà, et puis d'autres boîtes du portefeuille. D'accord. Et moi j'aimerais vous demander si là pour 2023, voire 2024, vous avez des thématiques privilégiées. Il y a 2-3 ans, dès qu'on parlait de NFT, les fonds se jetaient dessus. Un petit peu avant, quand on parlait d'Ethereum Killer, il y avait beaucoup d'investissements qui arrivaient peut-être un peu trop rapidement. Mais là, aujourd'hui, les thématiques qui portent vraiment, qui aiguisent votre curiosité, ce seraient lesquelles? On parle beaucoup du gaming. Hein. D'ailleurs, le pitch juste avant l'a montré. Mais voilà, est-ce que vous avez des thématiques privilégiées? Je garde. Voilà, j'enchaîne. Alors, donc nous, comme on n'est pas très app, on reste infra. Aujourd'hui, on coupe la blockchain avec la cybersécurité. Et dans ce qu'on peut appeler une sorte de régression de Web 3 à Web 2.5, qui est une régression assez saine, c'est le réalisme de se dire, bon, nous, on a vu quelque chose, mais tout le monde ne le voit pas. Donc, on va devoir quand même
adopter les outils Web 2, rendre l'accès à cette technologie plus simple, etc. Ça décuple en fait les surfaces de risque à multiples niveaux. Et aujourd'hui, on a plein de débats qui sortent dans la presse, que ce soit autour de Ledger, que ce soit autour de Count Abstraction d'Ethereum, du MPC par rapport à Ledger. Donc tout ça, l'un trouve la faille de sécurité de l'autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les surfaces de risque augmentent. Et donc, on veut avoir un œil un peu double sur le croisement entre le déploiement de la chaîne et la sécurité. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, très rapidement, c'est par rapport à cette renaissance, si je puis dire, de l'AI qui est vraiment à l'avant de la scène partout aujourd'hui. Et on en parlait tout à l'heure très rapidement. L'idée de se dire qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde, si on n'est pas déjà dans un monde où l'information a priori est fausse, l'information audio, écrite, vidéo va être de plus en plus fake. Est-ce que la blockchain, voilà, on en parlait avec Damien tout à l'heure, n'a pas un rôle à jouer dans la certification de l'information? On veut s'assurer que ce qu'on voit est réaliste. Donc c'est plus, un média, voilà. Ça suffit pas? Bah, ouais, non, mais je bon. prêche pour ma paroisse. Mais tout le monde connaît, c'est pas pareil. Voilà. Voilà, donc c'est plus le croisement, toujours de la blockchain au centre, mais avec d'autres techs qui permettent son déploiement sereinement. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est vrai qu'avec tout ce qui a pu se passer fin 2022, FTX, on voit pas mal l'essor d'échanges crypto-monnaies non-custodial. Du coup, c'est vrai qu'on voit pas mal ça, que ce soit en CeFi ou en DeFi. Et du coup, essayer d'empêcher les risques de contrepartie. Tu fais référence à des projets comme JMX, DYDX, Ouais. ce genre de choses? Donc il y a ça. Nous, sur le côté un peu institutionnalisation du marché, tous les outils un peu liés au credit ratings, des choses comme Credora, Agios Ratings aussi, c'est des trucs qu'on voit pas mal. Tu veux rajouter? Oui, ouais, vas-y. Nous, en gros, on avait écrit un document en 2018 sur ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas, en se disant qu'en fait, comme on voulait en faire que 5 par an, en fait, il y a des trucs qu'on va aimer, des trucs qu'on va pas aimer, on va écrire ça sur un bout de papier et voir, voilà. En 2021, bon, c'est comme un peu tout le monde, c'est un peu relaxé pour découvrir un peu, pour voir, voilà, comme il y avait beaucoup d'ébullition, bah, on a un peu relâché un peu la thèse. Et en fait, on a regardé ce qu'on avait bien aimé de nos investissements, ce qu'on n'avait pas aimé. En fait, on s'est retrouvé qu'en fait, le truc qu'on avait écrit en 2018, ça correspond toujours au truc qu'on aime bien. Donc en fait, on était resté assez fidèle à ça. Et en fait, c'est deux trucs. Soit nous, on voit la blockchain comme un asset financier. Et comme c'est un asset financier, il y a de la volatilité. De la volatilité, ça se trade. Il y aura toujours des traders. En bull market, en bear market, il y aura toujours des gens qui vont le trader. Et donc du coup, nous, on voulait financer des gens qui aidaient justement les traders. Donc que ce soit d'où nos investissements dans Ledger, les investissements dans Kaiko, les investissements dans toutes ces boîtes-là. C'était des boîtes, on voulait faire des boîtes qui aidaient soit les institutionnels à arriver sur la blockchain, soit sinon faire des outils dans la trading stack, très infrastructure ou sécurisé. Super. C'est après qu'on fait les affaires. On n'attend pas ici. Soit, voilà, tous des projets de soit infrastructure blockchain, soit infrastructure de trading, soit sinon onboarder des institutionnels. Et on aime bien les plaies régulées. Quand il y a de la régulation, on aime bien. Et sinon, c'est la deuxième partie, c'est la blockchain, c'est une technologie qui permet de faire des trucs cool. Et nous, du coup, on a investi dans les trucs cool. Et que la blockchain permette soit une technologie ouf, on est totalement d'accord. Mais en fait, l'utilisateur final, il achète le truc cool. Typiquement, si vous allez sur Deliveroo ou Uber Eats, en fait, c'est parce que vous voulez une pizza. Vous n'allez pas sur Uber ou Deliveroo Eats parce que c'est codé en Python. Alors le fait que ce soit codé en Python permet sûrement d'avoir des avantages de développement qui vous permettent d'avoir de votre pizza plus vite. Mais ce que vous achetez, c'est que la pizza soit là vite parce que vous avez faim, vous voulez une pizza. Et en fait, on a investi pas mal dans les projets. Donc, tous les projets, en fait, NFT, typiquement, on investissait ça dans un prisme où en fait, on essayait de voir Madame Michu, comment elle pourrait utiliser le projet sans regarder les NFT. Et en fait, c'est ça qui a guidé notre investissement dans Sora. Bon, c'est un peu du VC, je me la pète, mais c'est toujours un peu notre thèse de 2018. En fait, c'est toujours la thèse maintenant, quoi. Et je parlais récemment avec Pablo Vera de Angle Protocol, qui me disait qu'il appréciait beaucoup avoir Andreessen Horowitz parmi ses investisseurs, parce qu'il y avait une équipe de recherche
Web3, crypto, très fourni, de très grande qualité, et donc qui l'aide beaucoup au quotidien, au niveau philosophique, mais aussi au niveau légal. Enfin voilà, ils ont une palette très très large. Et bien sûr, là, on parle d'un fonds géant, probablement le plus gros du secteur. Et vous, comment vous apportez votre expertise pour aider les projets? Comment ça se manifeste? Oui, bah alors, on n'a pas la chance, en effet, d'avoir une équipe de recherche. Nous, on est une équipe de 4. Donc, on est assez concentrés. Mais ça a toujours été notre vision, et ça continuera à l'être, d'être assez actif en tant qu'investisseur. Et plus que de ramener de l'argent, je dirais de ramener vraiment autre chose après. Et donc, après, ça passe de différentes manières. Il y a tout un travail de BD, si je peux dire, mais tout ce qui est, oui, utiliser notre réseau, faire des introductions à des institutions financières, à des grands groupes, à des marques, enfin voilà, à des clients, des partenaires, et vraiment aider sur la signature d'un contrat. Donc ça passe pas mal là-dessus. Ça passe aussi en effet sur des réflexions un peu plus stratégiques autour du business, de la stratégie de levée, comment optimiser les opérations. Et on a aussi dans le Web3 tout ce qui est autour de la tokenomics. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut aider. Tout ce qui est tokenomics, tout ce qui est autour de la stratégie de levée, donc la relation avec des market makers comme Kirok qui est là, ou avec des exchanges, on aide aussi là-dessus. C'est pig in the middle. Oui, pour l'approcher sous un autre angle, je dirais que Il faut répondre à mes questions. Oui, mais c'est sous un autre angle. C'est le VC et le projet, c'est une sorte de mariage. Et je pense que autant le VC va faire sa due deal sur le projet, autant le projet doit faire sa due deal sur le VC. En fonction de sa nature, ce qu'il cherche à faire, ses gaps, parce qu'après, chaque équipe a des expertises et des besoins différents, et aller chercher ces gaps dans les équipes de VC. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'à la fin, alors évidemment, chez Horowitz, peut-être que tout est représenté, et donc que évidemment, les projets peuvent y aller les yeux fermés. Mais après, c'est une question d'humain. Et encore une fois, c'est une question de besoin. Certains projets veulent que de l'argent parce qu'ils sont équipés correctement et ils peuvent aller chez Tiger pour ça, qui eux-mêmes disent très clairement qu'ils ne vont pas accompagner les projets parce que les projets veulent de l'argent. Donc, ça va très bien. Mais après, voilà, c'est une question de personnalité, de background chez le VC, des gens chez le VC, et du côté du fonds. Voilà. Donc j'encourage toujours les fonds les projets à faire les due deals de VC, comme quand on passe un entretien d'embauche sur le marché. Et juste, moi, ça me fait penser à une question. Sur l'affaire FTX, bien sûr, les médias ont une responsabilité dans la crédibilité qu'on a donnée à cette plateforme, mais les fonds aussi. Parce qu'il y avait des très grands noms qui ont investi dedans que, quelque part, on s'est dit que FTX était très solide. Est-ce que vous pensez que ces critiques sont légitimes ou vous les rejetez? Je veux bien juste enchaîner là-dessus. Très rapidement, déjà, je ne m'en suis pas encore remise. Je voudrais quand même dire ça. J'ai toujours pas toutes les réponses à mes questions, surtout vu mon background. Si je devais accuser une catégorie en priorité, ce serait les politiques. Je pense que la plus grosse due deal, enfin la plus grosse délégation de due deal, c'est quand on voit quelqu'un tous les jours au Congrès en train de mettre en place la future réglementation d'une classe d'actifs innovante, avec la bénédiction des grands du monde américain, à la fois politique et financier. Quand on voit ça tous les jours, on se dit « it's okay », quoi. Je ne prends pas un risque hors norme. Du côté des VC, je suis la première, ayant vécu longtemps à Singapour, à ne pas comprendre comment Temasek, après 8 mois de due deal, ne voit rien. Donc, je n'ai pas la réponse. Voilà. Par rapport à ça, en fait, il y a un truc qui est assez intéressant, mais ça dépend des VC qui étaient dans la cap table. Ça se voit typiquement ça se voit sur un Sequoia, par exemple. Donc, je veux pas, voilà, je jette pas, je jette pas la pierre. Typiquement, les fonds comme Sequoia
C'est peut-être pas ce qui s'est passé sur Sequoia, hein, c'est pour ça que je dis. Mais ce qu'il faut voir sur un fonds comme Sequoia, c'est que Sequoia a un fonds qui est tellement énorme qu'en fait, ils sont sensibles à l'upside, mais pas au downside. C'est-à-dire que pour eux, en fait, si ils investissent dans FTX, l'important pour eux, c'est d'avoir investi dans FTX. Parce qu'en fait, l'upside qu'ils vont avoir sur l'investissement va être tellement énorme, si ça devient un home run, qu'en fait, pour eux, ça change leur vie. Par contre, le fait de perdre leur investissement dans FTX, ils n'en ont rien à foutre. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé sur FTX. En fait, la réalité, c'est que Sequoia, le fait qu'ils aient perdu leur ligne sur FTX, en fait, ils en avaient bon, à part sur le côté PR, ils en avaient un petit peu rien à foutre. Ouais. En termes de fonds. Voilà. Traumatisé. Et donc du coup, il y a certains des fonds qui ont investi qui en fait avaient des gros noms parce que pour ces raisons-là en fait. Et il me semble que d'ailleurs Temasek a enregistré des pertes à 100%. Enfin, ils ont considéré que c'était une perte à 100%. J'ai lu ça dans The Big Well. Ah, c'est pas mal comme média. Si tu veux rajouter quelque chose dessus, non. Juste un dernier mot, bien sûr, on ne va pas parler que des fonds américains et tout, mais j'aimerais avoir votre avis quand même sur Andreessen Horowitz. On les voit partout. Est-ce que pour vous, c'est sain pour l'écosystème VC dans le Web3 ? Je pense que on ne les connaît pas, nous, personnellement, Andreessen Horowitz, mais je pense qu'en effet, le marché a été tellement dingue 2021, début 2022, que beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs ont pu act out of FOMO. Et dès qu'il y avait Essex Inzi qui était sur un deal, et tout le monde suivait. Ça, clairement, c'est pas ça. Après, j'ose espérer que justement, ce qui s'est passé avec FTX, le fait que des gros noms comme Sequoia aient été dessus, et pourtant, ça n'a pas empêché qu'ils n'aient pas vu que le projet, c'était pas ça. J'espère que ça changera dans le futur. Un petit avis sur Andreessen ? En vrai, si ça permet à des projets cool de se faire financer, c'est cool. En vrai, c'est sport, bravo. Voilà, on en parlera après. Bon, après, c'est pareil. Il y a un truc aussi, c'est que les push crypto des gros fonds américains, notamment Andreessen et Sequoia, sont pas exactement dans les mêmes équipes, ne réfléchissent pas exactement de la même façon que les équipes venture, notamment quand il y a des tokens dans la boucle. On en discutait tout à l'heure. Le problème qu'il y a, c'est que investir en... après, ça, c'est lié avec un des sujets d'après. Investir en equity, investir en action dans une startup, c'est pas exactement la même mentalité qu'investir en token. Quand on récupère des tokens, c'est liquide. Et en fait, on se retrouve à avoir une mentalité de trader. Alors que quand on est investisseur, on récupère des actions qui sont illiquides. Et donc, du coup, on est là pour très longtemps. Mais il y a du vesting aussi sur les tokens. Oui, après, il y a quand même des histoires de... Voilà, il y a des histoires assez sombres autour des fonds crypto. Il faut qu'on se parle après, alors. Voilà. Décidément. Mais voilà, il y a ça à avoir en tête par rapport à ces fonds-là. Mais si jamais vous avez la complète confiance sur ce sujet-là, en vrai, c'est cool. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fonds. Si jamais vous avez votre projet qui est cool, vous avez des gens cool autour de vous, avec qui vous avez du fit, vous apprenez de taré avec les gens, la professeure autorisatrice, elle est là parce que c'est un gros nom, et vous avez confiance sur ce point-là, c'est trop cool. Ouais, pour compléter, donc je suis complètement d'accord, c'est ce que j'allais dire. Les projets ont besoin de financement. S'il y a des gros fonds qui sont prêts à financer, c'est une bonne chose parce qu'on reste quand même dans une tech qui va prendre du temps à se déployer. Et les projets doivent s'attendre dès maintenant. Une des forces, ça va être justement l'adaptation, la capacité à s'adapter, la capacité à pivoter dans les années qui viennent. Mais pour faire ça, il faut être résilient financièrement et bien backé financièrement. Et c'est ce que regardent justement les fonds aussi qui vont suivre. C'est se dire, il a le temps de voir. S'il n'a pas tout à fait juste, il va pouvoir pivoter. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça n'empêche qu'il faut faire sa due deal, justement. C'est pas parce qu'un tel est là qu'il faut aller là, quoi. Et donc là, on revient à l'histoire de FTX ou autre, d'ailleurs. On ne peut pas juste dire, c'est bon, ils ont fait le taf. Non, il y a un moment... Tu décides et tu es d'accord aussi avec la valo. Donc l'autre sujet, c'est les valos. Est-ce que Horowitz valorise correctement ? Est-ce que Tiger a valorisé pendant quelques années correctement en Série A et a raflé tous les rounds en disant je m'étends parce que de toute façon, voilà. C'est ça peut être un problème pour l'écosystème. S'il valorise correctement, tant mieux pour les projets. Le climat actuel en Europe, vous diriez qu'il est comment
pour faire des affaires là. Quel genre d'affaires? Oui. C'est-à-dire en termes de levée, etc. En fait, si je suis un entrepreneur là aujourd'hui, est-ce que en fait c'est compliqué de lever en Europe en ce moment? Alors, en tout cas, sur l'écosystème blockchain Web3, il est clairement vibrant, comme on dit. Donc, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de focus, beaucoup de croyances, beaucoup plus qu'aux US. Je suis allée plusieurs fois ce dernier mois aux US et j'ai été épatée à quel point la blockchain soit n'a plus d'intérêt parce qu'il n'y a que l'AI, soit tout le monde veut se sauver parce que Gensler, ça ne va pas. Donc c'est vrai que ça se passe bien en Europe. Maintenant, dans le grand tableau du monde de la start-up et des valos, les cycles restent quand même plus rapides encore aux US aujourd'hui, de tout, quoi. Les levées sont plus importantes, les exits sont plus rapides, donc le cycle est plus rapide. Pour répondre à ta question sur un entre-deux, on peut démarrer en Europe. À un moment, il va falloir splitter l'équipe et aller aux US pour accélérer les levées et scaler. Donc l'Europe, en fait, qui deviendrait le centre de gravité du Web3, comme on aimerait à le penser, c'est une vue de l'esprit pour toi? Écoute, non. Je pense qu'on est sur le fil actuellement. On est sur le fil. On est à un moment où ça peut basculer. Déjà, il faut voir si aux US, la situation reste telle qu'elle ou change. Parce que Gensler saute, on a quelqu'un d'autre. On remet les cartes à plat. Donc, et les US sont quand même connus pour réagir très très vite et peuvent en l'espace de 2 mois se remettre au devant de la scène. Donc ça, c'est une chose. Si les US restent telles quelles, on est sur le fil entre l'Asie qui veut aussi prendre sa place. Mais en tout cas, l'Europe est pas mal placée cette fois-ci, je crois. Il faut rester humble. Moi, je vais peindre un tableau du Web 2 et ensuite après, du coup, il suffit de vous regarder ça et se dire que le Web 3 c'est un peu pire. Je parle de ça du côté des VC traditionnels non crypto. C'est parce que c'est ceux que je fréquente le plus. Donc voilà, c'est juste c'est un sous-ensemble de ce dont on parle, de la question. Aujourd'hui, dans les startups Web 2, c'est assez difficile de lever des fonds. Le pré-seed, seed, ça marche, ça existe. Si vous avez des bons projets, en fait, c'est un peu comme en 2019 dans le Web 2, si jamais vous avez des métriques, si vous avez un bon fondamental, vous avez un bon projet, c'est possible de lever, il n'y a pas trop de problème, il y a des fonds, ils sont là. C'est juste que la barre est plus haute. Voilà, si vous êtes un second time founder, c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes un ancien VP of Operation d'une grosse scale-up, c'est plus simple. Mais ça, c'était le cas en 2019 aussi. Donc il y a la possibilité de lancer des projets en pré-seed seed. La série A, c'est difficile. C'est même assez dur, mais il y a un peu d'activité quand même. Les fonds regardent les dossiers. Et la série B, c'est atroce. Et vous faites une série C, vous êtes un héros de guerre, quoi. Ensuite, après, ça, c'est le Web 2. Le Web 3, en fait, aux côtés des VC traditionnels, ils y regardent quand même beaucoup moins, quoi. Après, il y a les VC crypto, il y a les business angels. S'il y a un écosystème qui existe et qui est toujours là, et les projets crypto se font quand même financer. Mais voilà, voilà. Il y a la BPI. On est quand même dans un écosystème qui n'est pas aussi ensoleillé que la météo actuelle, quoi. Mais bon, après voilà, moi je vois qu'une partie de l'écosystème et qu'une partie, voilà, j'ai qu'un bout de l'iceberg vu mon quotidien. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après, je crois que c'était pas pour le Q1 2023 où, en termes de pourcentage, il y a eu plus de financement en Europe Web3 qu'aux US. C'est vrai. Donc ouais, après, comme disait Karine, je pense que ça va être vraiment aussi un jeu un peu régulatoire qui va être le plus friendly, le plus rapide à mettre en place une régulation assez claire. Et je pense que l'Asie, en effet, est un peu en train de se placer avec Hong Kong qui vient de se réouvrir, potentiellement la Chine aussi qui peut se réouvrir. Et ça peut être une grosse opportunité là-bas aussi. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, là, la différence entre equity et token. Comment ça se passe là aujourd'hui si vous devez investir en token au niveau de la conformité, ce genre de choses? Alors nous, le fonds est réglementé, est enregistré au Luxembourg, ce qui nous donne cette flexibilité de pouvoir investir en token et en equity. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas possible, ou en tout cas pas avec un fonds. Ça peut se faire à travers une GP, voilà. Mais on espère que ça viendra en place assez rapidement.
Nous, en fait, on n'est pas régulé, donc il n'y a pas de problème. Mais en France, ça devrait. Si les élèves, il y a des gens qu'on connaît qui travaillent pas mal. On a des infos et On croise les doigts. Oui, de notre côté, pour l'instant, on investit en equity exclusivement. Ça changera dans le futur. Aussi parce que je pense que les choses sont faites dans un meilleur ordre. Lever d'abord en equity, puis en token, a probablement plus de sens. Comme je dis souvent, depuis 2017-2018 que je vois des ICO, pour moi, c'est comme si on faisait une IPO au jour de la création d'une société, et je ne comprends pas le concept, quoi. C'est payer pour un futur, alors qu'il faut payer pour un futur proche de revenus. Voilà. Mais en termes de juridiction, on est US ou Luxembourg, donc on a la possibilité sur le papier d'investir. D'accord. Et vous avez des nouveaux concurrents qui sont en train de fleurir. Vous pouvez les voir lors des levées de fonds communautaires. Par exemple, Swissborg a fait une levée de fonds communautaire. StackingSat s'apprête à le faire. Comment vous le gérez, vous, en tant que VC, quand en fait, les boîtes se dirigent plutôt vers ces solutions ? Est-ce que vous pensez qu'en fait, c'est parce que vous ne voulez pas donner vos sous qu'ils choisissent cette option ou pas ? Non, pas forcément. Je ne sais pas, mais ça peut être une question de vision, de communauté aussi, parce que ça crée une communauté de facto. Donc ça peut être intéressant, même au niveau stratégique, d'avoir sa propre communauté d'investisseurs. Je pense qu'évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, le financement, c'est un grand monde. Donc on n'est pas. Je ne pense pas qu'on soit en concurrence. On ne fait pas les choses de la même manière. Quand un projet vient vers les VC, il ne s'attend pas à la même chose que s'il va vers le crowdfunding, quoi. Donc, en gros, moi, je fais ce job parce que moi, j'ai envie que les projets cool se fassent financer pour qu'ils puissent faire des trucs cool, pour qu'ils puissent amener leurs projets. Donc, en fait, qu'il y ait plus de sources de financement différentes pour que les gens passionnés et qui ont un drive de vouloir mettre leur vision à exécution puissent se faire financer. C'est bien, voilà. Puis c'est pas très grave, au pire ça me forcera à être meilleur, tu vois. Un peu de compétition. Non, et puis je pense aussi peut-être une particularité du Web3, c'est qu'il y a plus de party rounds, donc souvent il y a beaucoup d'acteurs, des fonds généralistes, des fonds spécialisés Web3, des fonds spécialisés FinTech, gaming ou autres, et potentiellement d'autres acteurs, mais du coup je pense que chacun peut amener quelque chose. Et pour rebondir, je parlais donc avec Cyrus Fazel, donc, qui est le fondateur de Swissborg récemment, à propos de sa levée de fonds communautaire. Et je lui demandais, mais en fait, pourquoi tu as utilisé cette option ? En fait, tu voulais te passer de VC. Et il me disait, bon, déjà, on avait une forte communauté, donc c'était assez légitime de tester ça. Mais il me disait aussi, et je me fais le relais de cette remarque un peu piquante, il me disait, le plus tard possible, on attire des fonds au capital, mieux c'est. Ça vous inspire quoi ? Moi, je dis la même chose. Ne venez pas pour voir, à moins que vous n'ayez pas le choix. Non, mais c'est vrai. La discussion, c'est la valo à la fin. Donc, tant qu'on ne vient pas voir un VC et qu'on peut s'en sortir, alors avec les angels, n'en parlons pas, c'est la boîte qui fait sa valo. Dans le crowdfunding, c'est la boîte qui fait sa valo. Quand on est en face du VC, c'est autre chose. Donc, tant qu'on peut éviter et décaler cette conversation, et aussi se sentir qu'on a les reins solides à tous les niveaux, encore une fois, bien équipés humainement, on sait où on va, etc. Il faut attendre. Il n'y a pas de nécessité forcément d'y aller très très tôt. Et encore une fois, je veux dire, au niveau financement dans le Web3 blockchain, je trouve qu'on est pas mal parce que justement, il y a les protocoles. Les protocoles accompagnent quand même beaucoup les projets. Et pour le coup, les protocoles, c'est des builders. Ils sont là pour que les écosystèmes progressent. Donc, il ne faut pas du tout faire abstraction de cette partie-là que la tech traditionnelle n'a pas. Voilà, je parlais de la BPI en rigolant, mais c'est un sujet très sérieux. Ils ont un vrai axe de développement sur cette tech. C'est pas du tout une blague. Je les voyais encore avant-hier. Une motivation sans égale. Leur mission numéro 1, à travers tous les segments de la tech, c'est de remplir les gaps de financement. Ils l'ont identifié, il est bien là, et ils sont là pour ça. Après, il faut passer les due deals, etc. Normal, quoi. L'argent tombe pas du ciel non plus. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez là en priorité
quand un projet vient vous voir? On m'a dit que c'était surtout l'équipe. Est-ce que tu peux confirmer? Nous, c'est ça. Après, tout le monde dit l'équipe, mais après, c'est ce que je dis aux gens, c'est en mode, on dit oui, bah, les VC regardent l'équipe, et puis du coup, bah, on est fondateur, on se dit, bah, moi j'ai l'air d'être quelqu'un de plutôt pas trop mal, donc en fait, en vrai, ça a l'air d'aller. donc, en fait, comment est-ce que nous on voit le truc? On le fait relativement par rapport au projet qu'on voit. Typiquement, je ne sais pas pour vous, mais moi je vois une dizaine de projets par semaine, entre 10 et 20. Et ben, du coup, j'analyse relativement, un peu comme un process de recrutement. Hein. On essaie de recruter des fondateurs, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous recrutez des talents dans votre entreprise, enfin, vous voyez très bien, vous voyez 10 candidats à un poste, et au bout d'un moment, vous voyez relativement. Et généralement, c'est sur trois choses, 3 aspects. Premièrement, c'est passion des fondateurs. C'est passion des fondateurs et rapidité d'exécution et d'apprentissage. C'est un peu les 3 trucs que nous on regarde. Et voilà. Oui, et puis après, je pense que chaque fonds a un peu sa thématique. Il se focalise sur un stade de développement différent aussi. C'est vrai que très early, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de revenus. Donc, c'est vraiment une vision et l'équipe. Un peu plus tard, nous, on investit typiquement un peu plus autour de la série A. Donc, on va regarder peut-être des métriques aussi un peu plus financières. Donc, le marché, la taille de marché, la croissance du marché. La maturité des compétiteurs, etc. Donc, voilà. Ouais, je dirais 2 choses. L'équipe, c'est aussi la dynamique au sein de l'équipe. Donc c'est pas que les compétences, mais c'est aussi comment ça communique. Parce que les rock bands, il y en a souvent, donc ils arrivent super unis et ça implose en vol et ça implose assez vite en général. Donc dans l'observation des propres échanges entre les founders est intéressant de voir, voilà, est-ce qu'il y a un respect, est-ce qu'il y a de l'ownership, est-ce que chacun a son périmètre, etc. Donc ça c'est une chose. Et encore une fois, c'est des soft skills. Hein. Nous, on investit en seed, parfois pré-seed, donc en effet, il n'y a pas de chiffres. Et donc la vision et l'équipe, ça va être fondamental. L'autre partie, c'est justement une balance entre le produit, l'innovation et le commercial. Donc comprendre que oui, on répond à une solution, et oui, il y a de l'invention, et oui, il y a une vision forte, encore plus quand on est dans cet écosystème blockchain. On n'a vraiment que des gens qui réinventent les roues, quoi. C'est un truc de dingue. Mais en revanche, mettre autant de poids sur on va le commercialiser, qui on target, comment ça sort, c'est important. Le dernier aspect, c'est je pense que ce qui nous différencie en tant que VC le plus des angels, c'est que nous, on gère de l'argent de tiers, et les tiers, ils veulent récupérer plus que ce qu'ils ont mis. Un angel, il investit son propre argent, et donc il va investir autant avec le cœur qu'avec la raison, et parfois plus avec le cœur qu'avec la raison. Et parfois, un angel va simplement investir parce qu'il aime les founders et ils disent les gars, je vous soutiens quoi qu'il. Donc il sait qu'il, voilà, advienne que pourra après, mais il a aimé le moment, j'ai envie de dire. Le VC, c'est pas ça. On est vraiment quand même dans la raison parce que on a une exit en vue. Faut que ça ressorte. Donc même le comment dire, le projet qui va avoir un VC, il doit avoir déjà réfléchi à sa propre exit. Comment il voit son cheminement d'évolution. Voilà. Donc c'est scalabilité, fit to market, B2B, SaaS, tous ces trucs qu'on regarde parce qu'on sait que ça scale plus vite et que ça ressort plus vite. Et pour terminer sur l'équipe, hein, encore une question sur l'aspect humain. Est-ce que la présence de femmes dans l'équipe, les notions de parité, c'est quelque chose qui joue quand vous analysez une équipe ou pas? Tu as le droit de dire non, hein. Ah ouais, parce que je ne suis pas connue pour être... Non, c'est marrant. Je vous fais juste une anecdote très rapide, mais dans mes nombreuses années sur les marchés financiers en banque d'affaires américaine, donc qui était déjà il y a bien longtemps assez sharp sur les sujets de diversity, j'ai toujours eu la même vue et je l'ai toujours aujourd'hui. C'est que voilà, l'industrie de la finance de marché, comme l'industrie de la blockchain, sont des industries quand même majoritairement masculines. Pourquoi ?
Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut raisonner par compétences. Ce qui est important, c'est les compétences. La diversité, à la fin, est un plus. Par exemple, un board qui est mix est toujours meilleur. Et quand je dis mix, c'est tout, hein, culturellement, origine et homme-femme. Il va ressortir des meilleures choses dans le processus de décision. En revanche, j'embaucherai jamais quelqu'un parce que c'est une femme. Mais à compétences égales, oui, c'est intéressant. Voilà. Donc oui, en théorie, si les skills sont là, pour répondre à la question, c'est intéressant d'avoir un mix. Nous, c'est pareil, c'est un plus. C'est un plus et on regarde la diversité dans un point de vue global, c'est-à-dire à la fois origine sociale, à la fois école, à la fois tout en fait. Voilà. Mais c'est clairement un plus pour nous. Après, voilà, nous, on est des investisseurs. Au bout d'un moment, c'est pas nous qui créerons l'équipe. Donc si jamais un projet arrive et qu'il est trop bien, on va pas ne pas investir pour cette raison, quoi. Voilà. Mais c'est un plus. Ouais, je suis assez alignée à ce qui a été dit. C'est vrai qu'on ne va pas forcément essayer de chercher la diversité là où elle n'est pas, mais là où elle est, ça sera toujours valorisé. Et maintenant, une question pratique qui, je pense, intéressera tout le monde. Bon, bien sûr, si on veut vous aborder pour vous présenter un projet, il faut juste parler avec vous à la fin de ce talk. Mais généralement, pour aborder un VC qu'on ne le connaît pas, qu'on ne l'a pas croisé, comment on fait ? Vous conseillez quoi ? Un message sur LinkedIn ? Comment ça marche ? Je pense que par referral ou des warm intro, c'est toujours super valorisé. Quand les temps sont bons, souvent, en effet, tu reçois peut-être 10 dossiers par semaine, voire plus encore. Donc un message sur LinkedIn, un mail, peut-être que ça peut passer au travers. Mais une intro, un referral, ça marche toujours mieux. Et puis après, sinon, oui, un message sur LinkedIn, un contact, se rencontrer à un événement. Les suivre dans la rue avec une batte de baseball. Non, ça c'est une blague. Je préfère préciser au cas où. Non, mais c'est exactement ça. Soit referral, soit sinon, si vous faire un bon mail de cold, un bon mail froid. En fait, c'est simple, c'est que nous, avant, chez Kima, on avait un formulaire pour poster son projet. Et moi, je me suis pas mal bataillé pour l'enlever. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de projets pourris. Et donc, du coup, quand il y avait des projets bien au milieu, en fait, ils se trouvaient noyés dans une liste de projets pourris. Et donc, du coup, on les regardait moins bien, on regardait moins avec attention la liste. Et donc, du coup, ça a défavorisé des gens et c'était vachement triste. Et le deuxième truc, c'est que en fait, vous êtes en train de monter à l'investisseur, que vous êtes un entrepreneur et un entrepreneur qui est seul. Et en fait, ça fait partie des qualités. Et nous, on voit très bien, on a des entrepreneurs qui arrivent et qui défoncent la porte pour venir nous voir. Et on est en mode, c'est ça que je veux voir. La batte de baseball. Je prends une assurance. Voilà. On reçoit beaucoup de mails et de messages par jour. Moi, je trouve que personnellement, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, 80% au moins, je suis sympa, sont complètement en dehors de la thèse d'investissement. Donc, c'est quelque chose de vraiment important et je reviens sur le sujet de préparer. C'est comme, est-ce que vous envoyez 1000 CV au hasard ou est-ce que vous savez pourquoi vous allez vers telle ou telle boîte quand vous cherchez un job potentiellement dans une boîte. Donc il faut faire votre due deal. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut pré-étudier avant de contacter un VC. C'est vraiment sa thèse d'investissement et ça déjà logiquement sur le site vous avez des informations. Vous regardez, nous on voit déjà au mail celui qui a regardé le portefeuille qui l'a pas regardé. Après, si vous avez la chance d'avoir dans vos amis des gens qui connaissent le VC que vous targetez, il peut vous apporter des informations du type est-ce que le fonds déploie actuellement ou pas, parce que les fonds ne déploient pas en permanence, parfois ils sont en phase de levée de fonds eux-mêmes, et donc si on est en levée de fonds, voilà, et on n'a pas envie non plus forcément de faire perdre du temps outre mesure aux founders qui doivent pitcher toute la journée pour essayer de lever des fonds. Donc ça c'est une chose. Maintenant, je dirais, alors évidemment le referral, donc vraiment vérifier parmi de vos amis qui connaît des VC, parce que ça c'est toujours quand même plus utile d'avoir un referral. Au demeurant, quand c'est un email et qu'il est ciblé et qu'il est dans la thèse d'investissement, je pense que c'est rare qu'on le regarde pas, quoi, en réalité. Donc c'est souvent que le projet a faux quelque part dans
dans le produit. Très clair. Ben, je crois qu'on arrive un peu à la fin de cette table ronde. Je vais vous remercier tous les trois, mais avant de vous laisser, j'ai une dernière petite question. Bon esprit, très sympa. Quel investissement vous avez loupé ces derniers mois, ces dernières années, et qui vous empêche de dormir, à tous les trois? Allez. Moi, rien ne m'empêche de dormir. On est entre nous, hein. Moi beaucoup, mais j'ai une mémoire pourrie, donc en fait. Mais il y en a Ça beaucoup. arrange souvent Alzheimer. Hein. Oui, c'est très pratique. Non, en plus c'est vrai, j'ai une mémoire des listes assez pourrie, et donc du coup, mais il y en a plein, Donc, qui m'empêche de dormir, peut-être pas. Après, ouais, l'équipe avait regardé Sorare. On l'a pas fait. On a peut-être eu tort. Mais ouais, petite anecdote. Rien? Ok. Bon, parfait. Merci beaucoup à tous les trois. C'était hyper intéressant.